Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide en direct de Washington. Ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui à la une de l'actualité ce soir. Assaut meurtrier au Togo, au moins 8 soldats ont été abattus par des individus lourdement armés. Il s'agit de la première attaque sanglante qualifiée de terroriste menée dans le pays, où l'armée est déployée dans le nord pour affronter le danger d'un débordement de la violence des groupes djihadistes présents au Burkina Faso voisin. Détails et décryptage à venir. Au Sénégal, 3 sages-femmes condamnées après la mort d'une jeune femme enceinte qui a ému le pays. Son époux se dit toutefois déçu par le verdict. Le patron de la diplomatie russe rencontre des dirigeants du sultanat d'Oman au lendemain de son voyage en Algérie. L'occasion pour Sergueï Lavrov d'affirmer que le Kremlin ne veut pas de guerre en Europe. Au programme également, rencontre avec le Camerounais Dieudonné Fonkou, le poète du métal, pour qui les matériaux de récupération ne sont jamais négligeables. Découverte de ses œuvres d'art tout à l'heure dans le reportage d'Emmanuel Julentap à Yaoundé. Cet assaut meurtrier au Togo, pour ouvrir votre journal, au moins 8 militaires ont été tués et 13 blessés la nuit dernière au cours d'une attaque terroriste dans le nord du pays. Une première au Togo, jusque-là épargnée par les violences attribuées aux groupes djihadistes dans cette partie de l'Afrique. De Lomé, le point avec notre correspondant Kossi Woussou. C'est la première fois qu'une attaque d'une telle ampleur frappe le Togo. Selon un communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le gouvernement condamne cette attaque qu'il juge lâche et barbare. Selon les informations recueillies dans la région, un blindé de type Mamba vert a été endommagé, un jeep a été brûlé et des armes ont été emportées. Dans les rues de Lomé, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les années dernières, nous apprenons des rumeurs, des situations pareilles et nous voyons aujourd'hui que c'est concrétisé par des réactions. Il faut que l'État prenne des dispositions. Qu'il faut, une disposition idoine nécessaire pour enrayer cette situation difficile. Nous ne voudrons pas qu'il y ait des djihadistes au Togo, des situations difficiles qui créent la psychose au sein de la population. Quand ça commence au nord, ça commence toujours par quelque part. Et quand ça commence au nord, c'est tout le pays qui est touché. Nous avons tous froid dans le dos d'ores et déjà. Nous avons froid dans le dos dans la mesure où c'est dans la partie septentrionale que l'attaque a été perpétrée très tôt ce matin. Mais qui sait si nous ne sommes pas déjà pénétrés jusqu'à la côte. On ne sait pas où l'attaque va être perpétrée dans les jours qui suivent. Nous avons peur pour nos familles, pour nos services, pour nos boulots et pour nos proches. Dans une récente déclaration lors d'une conférence de presse, le ministre Christian Trimois, porte-parole du gouvernement, déclarait que le pays est menacé. Les faits viennent de lui donner raison. Une actualité que nous allons éplucher avec l'invité du journal, Louis Magloire Kemayou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous dirigez le club de l'information africaine. Vous nous rejoignez ce soir de Lomé au Togo justement par le truchement du Skype. Nous venons de l'entendre, le gouvernement togolais dit condamner fermement cette attaque qu'il qualifie de lâche et barbare. Il indique également tout faire pour rechercher et mettre hors d'état de nuire ces groupes armés terroristes. En sait-on davantage ce soir? Qui sont ces hommes armés qui ont perpétré cette tuerie? Je pense que nous n'aurons pas plus de détails sur l'opération avant le journal de 20h ici, heure de Lomé, ou alors ce sera peut-être demain quand ils auront un peu plus d'éléments. Le ministre de la Défense et de la Sécurité, le général de brigade Améa Miark, est allé sur le terrain des opérations. Je pense qu'il s'exprimera probablement soit ce soir, soit dans les prochains jours pour détailler davantage les éléments dont il dispose par rapport à l'enquête qui a probablement déjà été ouverte. Mais cette zone est très stratégique parce que c'est la deuxième fois qu'il y a une attaque terroriste qui a lieu là-bas. Il y avait eu San Louaga en novembre dernier et il y a cette nouvelle attaque qui a lieu
aussi. Il ne faut pas oublier que le Togo est un pays qui est un hub. Le port de Lomé et le port sec d'Adétikopé, tout à côté de Lomé, sont des ports qui desservent les pays de l'Interland, comme par exemple le Burkina Faso ou le Niger. Et donc, il était important pour le pays de rassurer déjà les partenaires par rapport à leur approvisionnement via le port de Lomé, mais également rassurer les populations. Et dans le cadre de l'assurance qui pouvait être donnée aux populations, il y a l'opération Condouaré qui a été lancée bien longtemps à l'avance pour faire une espèce de ceinture de sécurité afin d'empêcher que les terroristes qui opèrent au Burkina Faso et même au Bénin ne rentrent pas au Togo non plus. Voilà, lieu stratégique. Louis Magloire, nous savons que le Mali, le Burkina et le Niger sont aux prises avec des groupes djihadistes. Les États voisins, eux, comme le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Togo, craignent de tels débordements à leurs frontières. Mais justement, cette propagation du terrorisme, cette contagion, c'est ce que nous sommes en train de voir ce soir, n'est-ce pas ? Oui, je crois que s'il y avait un doute sur le fait que le terrorisme violent et radical tel qu'il se pratique dans le Sahel et notamment au Mali peut descendre jusqu'à la côte, nous avons la démonstration là ce soir que c'est le cas. Et donc, il est important pour ces pays-là de s'y associer. Il y a une initiative, celle d'Accra, qui a été lancée pour permettre aux forces de défense et de sécurité des différents pays, que ce soit ceux de la côte ou ceux du Sahel, de partager les informations et donc de pouvoir prendre en tenaille les terroristes qui opéreraient dans cette zone. Mais c'est justement le point le plus faible du maillon de la lutte contre le terrorisme dans ces pays. C'est que, par exemple, lors de l'attaque de San Luaga, il y a un an, en novembre dernier, les autorités togolaises s'étaient plaintes, pas de façon officielle, mais avaient quand même été un peu agacées qu'il n'y ait pas eu de poursuite sur le territoire burkinabé par rapport à tous les terroristes qui avaient attaqué la partie septentrionale du pays. Et j'espère que dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, il y aura une coopération beaucoup plus assidue entre les forces de défense et de sécurité, non pas seulement du Togo et du Burkina. En fait, Louis Magloire, j'allais vous poser cette question. Que doivent donc faire de plus tous ces États africains meurtris par cette multiplication d'attaques de groupes djihadistes ? Je crois qu'ils doivent d'abord considérer que la lutte n'est pas que militaire. Parce que pour l'instant, on a l'impression que la lutte est militaire et qu'il n'y a rien d'autre à faire. Mais il faut, après l'opération militaire, viabiliser les zones en question, faire en sorte que l'État soit présent et qu'au-delà d'être présent, il apporte les services que les populations sont en droit de recevoir de lui. Et le sentiment d'abandon que certaines populations ressentent, que ce soit au Niger, au Mali ou dans d'autres pays aujourd'hui atteints par le terrorisme, vient souvent de cela, du fait que l'État n'est pas présent et que même par moment, une fois que la victoire militaire a été obtenue, elle n'est pas sécurisée du fait que l'État ne reprend pas possession du lieu et ne sécurise pas les victoires qui ont été acquises. Donc il faut gagner la guerre, mais surtout gagner la paix en apportant le développement économique. Et au-delà de tout ça, surtout, avoir une vraie coopération entre les différents services pour que quand on fuit un pays, qu'on soit poursuivi dans l'autre et arrêté, pourquoi pas. Louis Magloire Kemayou, c'est toujours un plaisir de vous parler. Vous êtes ancien président fondateur de l'Association de la presse panafricaine et aujourd'hui vous êtes à la tête du Club de l'information africaine. Vous étiez en direct de Lomé. Je vous remercie, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Ailleurs dans l'actualité, au Sénégal, 3 sages-femmes ont été condamnées par le tribunal de Louga. Elles écopent de 6 mois de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger. Après la mort dans un hôpital public d'une femme enceinte de 9 mois, 3 autres sages-femmes, également jugées par ce tribunal dans le nord du pays, ont été relaxées. Astou Sokna, 34 ans, est décédée le 1er avril après avoir vainement attendu dans une longue agonie une césarienne. Le drame a provoqué une vague d'indignation contre les carences dans les hôpitaux publics du pays, de même que des réactions au plus haut niveau de l'État, dont le président Macky Sall. Le directeur de l'hôpital de Louga a été remplacé depuis. Quant à Modou Mpoup, l'époux de la victime, il se dit déçu par le jugement rendu aujourd'hui.
On ne s'attendait pas à un tel verdict. On s'attendait à une décision plus raisonnable aux yeux de tous. Mais on a l'impression que la justice n'a pas suivi le droit et qu'elle n'a pas agi en toute liberté. À vrai dire, on est déçu de cette décision. Ces sages-femmes mises en cause étaient en garde le jour où ma femme est décédée. Donc, elles sont les seules responsables de ce qui s'est passé. D'ailleurs, elles ont été reconnues coupables de non-assistance à personne en danger. Le premier jour du procès, toutes les sages-femmes étaient au tribunal de 9h du matin à 1h du matin le lendemain pour soutenir leurs collègues, alors que ma femme, elle, n'avait besoin que de 30 minutes de leur temps pour être sauvée. Si elles avaient assisté ma femme comme il se devait, elle ne serait pas morte. Moscou ne veut pas de guerre en Europe. Ce sont les mots du ministre russe des Affaires étrangères qui s'est rendu aujourd'hui à Mascate, la capitale d'Oman. Mais pour Sergueï Lavrov, les pays occidentaux souhaitent voir la Russie vaincue dans sa campagne militaire en Ukraine. Cette visite du chef de la diplomatie russe intervient au lendemain de celle qu'il a effectuée en Algérie pour solidifier les liens entre Moscou et Alger, comme nous le détaille Jenny Kapumbu-Villa. La visite de M. Lavrov en Algérie, sa première depuis janvier 2019, coïncide avec le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Russie et l'Algérie. M. Lavrov s'est entretenu avec son homologue algérien, Ramtan Lamara, et a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune. À l'issue de ces entretiens, un document de coopération a été établi reflétant la nouvelle qualité du partenariat bilatéral. Nous avons confirmé aujourd'hui notre intérêt mutuel pour l'élaboration d'un nouveau document stratégique entre nos deux États qui marquera le passage de notre coopération à un niveau supérieur. L'Algérie, exporteur de gaz de premier plan, fournit environ 11% du gaz consommé en Europe, contre 47% pour la Russie. Plusieurs pays cherchant à réduire leur dépendance des livraisons russes depuis l'invasion de l'Ukraine se sont tournés vers l'Algérie qui ne dispose que d'une capacité très limitée pour augmenter ses exportations. Le ministre russe s'est en outre félicité de la hausse des échanges commerciaux entre Alger et Moscou qui ont atteint l'année dernière 3 milliards de dollars en dépit de la pandémie de coronavirus. De nombreuses sociétés russes sont intéressées par la création et la mise en œuvre de projets conjoints avec des partenaires algériens dans des domaines comme l'énergie, les ressources minérales, l'exploration, les produits pharmaceutiques. Dans un apparent souci d'éviter un désaccord avec Moscou, l'Algérie répète aussi que ses capacités supplémentaires d'exportation ne sauraient se subsister au gaz russe. Le président Vladimir Poutine a lancé l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022, à laquelle les Occidentaux ont rétorqué avec une série de sanctions contre Moscou. Et justement, les livraisons de gaz russe à l'Europe via l'Ukraine sont affectées par les combats. Elles sont en baisse aujourd'hui et ce pour la première fois depuis le début du conflit. L'opérateur ukrainien des gazoducs accuse les troupes russes d'ingérence dans ses installations dans la région de Lugansk et d'empêcher de maintenir le flot habituel de gaz. Il ajoute que le géant russe Gazprom a coupé le robinet vers une des branches ukrainiennes du gazoduc et a demandé le transfert vers un autre point de passage. Gazprom affirme pour sa part qu'il est impossible de dérouter les livraisons. Autre développement dans cette guerre, la région ukrainienne de Kherson, occupée par les forces du Kremlin depuis bientôt 3 mois, va demander à être annexée par la Russie, d'après des dirigeants pro-russes dans cette partie de l'Ukraine. Kiev accuse Moscou de vouloir tenir dans cette région un référendum sur l'indépendance comme cela a été fait en 2014 dans les régions de Lugansk et de Donetsk. Les pompiers américains, eux, viennent en aide à leurs homologues ukrainiens. Ils leur font don d'équipements pour assurer leur sécurité dans leur pays envahi par les troupes russes. Ils leur envoient notamment des gilets pare-balles et des casques de protection, comme nous allons le voir avec Nina Vishneva. Son reportage est relaté par Eric Manirakidza. Les casques qui protègent contre les balles sont encore dans leur emballage d'usine. Pour l'instant, le pompier Alexander Savin les stocke dans son service
jusqu'à ce qu'ils soient envoyés en Ukraine dans un avion cargo spécial. Un casque de pompier est beaucoup plus lourd. Tiens, essaye. Alexander Savid est un informaticien de formation, mais il est également pompier. Des casques, garrots pour arrêter le sang rapidement, gilets pare-balles. Tous les articles destinés à l'Ukraine ont été achetés grâce à des dons. Les amis de Savin, Michael et Timur, tous deux originaires de la ville ukrainienne d'Odessa, ont publié un message en ligne indiquant qu'ils collectaient des fonds pour aider l'Ukraine et les réponses ont commencé à affluer. Quand la guerre a commencé, dès le lendemain, j'ai reçu un appel de mon ancien camarade de classe d'Odessa. Il m'a dit qu'il voulait s'engager dans la défense territoriale, mais qu'il ne pouvait pas car il y avait trop de volontaires. Il n'avait tout simplement pas assez d'équipement. En 2 jours, nous avons réussi à récolter 15 000 $. Nous avons donc décidé d'arrêter un peu la collecte et d'acheter les casques avec cet argent. L'équipement est commandé dans différents États du pays. Tout ce que les volontaires achètent est neuf. Ils ont décidé de ne pas acheter d'articles d'occasion pour ne pas mettre en danger la sécurité des soldats ukrainiens. Nous espérons que cela aidera à défendre les personnes qui se battent pour la liberté de l'Ukraine, les personnes qui sont sur les lignes de front. Les pompiers américains envoient aussi du matériel professionnel en Ukraine. Oleg Skachko est originaire d'Ukraine et reçoit des nouvelles de ses amis et de ses proches dans les zones occupées par la Russie. Il raconte que ses collègues américains ont immédiatement soutenu son idée d'envoyer une partie de leur matériel aux pompiers ukrainiens. Nous recevons des appels de Géorgie, du Tennessee, de Virginie occidentale. Beaucoup de gens sont prêts à aider. Les partenaires de Madame Skachko ont été choqués de voir les images des villes et villages ukrainiens détruits, mais ils ont également été impressionnés par la bravoure des pompiers ukrainiens qui continuent à travailler, parfois au milieu des bombardements. Nous avons fait passer le mot et ça a pris de l'ampleur dans tout le pays. De nombreux services nous appellent pour faire des dons d'équipements de lutte contre l'incendie qui seront fournis à l'Ukraine. En une seule journée, ce service de pompiers a collecté plus de 400 équipements de protection, allant des bottes aux combinaisons en passant par les casques et les vestes. Des bénévoles de l'organisation caritative New Ukrainian Wave aident à emballer les équipements. Nous soutenons l'Ukraine et tous ceux qui s'y battent de tout notre cœur. Ici, nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous participons à des manifestations, nous collectons l'aide humanitaire. Mais en ce moment, la plus grande demande est de fermer le ciel au-dessus du pays pour que les femmes et les enfants cessent de mourir. Les élèves d'une des écoles ont également voulu aider à travers des actions de charité. Ils font des dessins pour une vente aux enchères. L'argent récolté servira à acheter des équipements de protection pour les pompiers ukrainiens. Et voilà pour la première partie de votre journal. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Le Monde aujourd'hui revient dans une petite minute. Merci. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique.
Une application développée au Kenya pour améliorer la commercialisation du poisson pêché dans le lac Victoria offre un autre avantage. Elle aide à lutter contre l'exploitation sexuelle en permettant aux commerçants d'acheter du poisson sans avoir à négocier directement avec les pêcheurs. Les détails avec Ruud Elmondop de Kisumu. Le récit est de Ginny Kapumbu-Villa. Karen Omondi, mère de 6 enfants, vend du poisson à Kisumu, le long du lac Victoria. Elle récupère les marchandises qu'elle a commandées sur une application appelée Aquaresh. Celle-là lui permet d'éviter tout contact avec des pêcheurs qui peuvent exiger des relations sexuelles en échange de poissons. C'est un problème auquel sont confrontés les commerçantes de poissons, en particulier celles qui se sont endettées auprès des pêcheurs, explique Omondi qui ne voulait pas montrer son visage. Vous accumulez beaucoup de dettes et il est difficile de les rembourser. Donc vous continuez à dire que vous payez plus tard, mais vous finissez par rembourser la dette en ayant des relations sexuelles, jaboya, avec le pêcheur. Jaboya signifie client et cette pratique sévit sur les rives du lac Victoria. Les militantes affirment que le problème est en partie dû à la pauvreté et à la diminution des stocks de poissons causés par la surpêche. Quelques 30% des femmes commerçantes de poissons sont impliquées dans le jaboya, selon des responsables de l'Institut de recherche marine et halieutique du Kenya. Surtout les veuves, elles doivent se débrouiller pour leur famille. Elles ont le sentiment qu'elles n'ont pas d'autre choix pour soutenir leur famille, en particulier dans les ménages dirigés par des femmes. La pêche en cage augmentant l'offre de poissons à vendre, les incidents d'exploitation sexuelle ont diminué au cours des 10 dernières années, selon l'Institut de recherche. Les responsables prédisent également que l'application Aquaresh fera encore baisser les chiffres. Le développeur Devokesh dit qu'il a conçu l'application pour améliorer la commercialisation du poisson et est surpris de voir comment cela a eu un impact sur Jaboya. Nous avons été étonnés de voir quel impact l'innovation a eu en termes du nombre de femmes qui sont désormais capables de vendre du poisson dans un environnement libre et ouvert sans se soumettre à l'échange déshumanisant du sexe pour le commerce du poisson. Lancé pendant la pandémie de Covid, Aquaresh affirme qu'environ 150 poissonnières à Kisumu utilisent l'application. L'entreprise espère s'étendre aux comtés voisins et vise à inscrire quelques 2000 commerçants de poissons d'ici la fin de cette année. Quant à Karen Omondi, elle a installé une poissonnerie dans son village. Elle confie qu'elle est soulagée de pouvoir vendre son poisson sans craindre d'être exploitée sexuellement. Au Cameroun, le fer, le cuivre et le bronze ne sont pas des matériaux négligeables pour l'artiste plasticien Dieudonné Fonkou. Il les convertit en œuvre d'art, la poésie du métal. C'est le label qu'il a choisi de donner à ses ouvrages. Notre correspondant Emmanuel Genentap a été à sa rencontre à Yaoundé. Bienvenue dans l'univers du métal. Le maître ici est Dieudonné Fonkou. La cinquantaine révolue, c'est derrière petit-fils d'un sculpteur. Sculpte, fond, soude, polie et tisse tout ce qui est métal. Le métal est prédominant dans ma création actuelle parce que je me suis dit à un moment, comment est-ce que je peux dompter cette matière? Parce que de prime abord, ce n'est pas facile de lui donner des formes et de pouvoir sortir quelque chose d'original. C'était plus un défi. Et ce défi, Dieudonné l'a relevé au regard des œuvres de sa collection. Là, une carte du Cameroun, conçue à base de débris d'ordinateur et d'ustensiles de cuisine. Ici, la Patriote, une sculpture d'une femme laborieuse. Loin d'être un hasard, la collection de l'artiste plasticien est dominée par des représentations humaines. J'essaie de lire sur la face de mes contemporains. J'essaie de comprendre ce qu'ils vivent tout autour d'eux et ce qu'ils vivent intérieurement. Donc c'est une quête de portraits de personnes que je côtoie au quotidien ou que je côtoie à travers les actions humaines sur la Terre. Ça veut dire
il peut y avoir des visages très torturés parce que les gens vivent la guerre. J'essaie de ressortir leur douleur et de l'exposer tel que je ressens aussi. En 20 ans de carrière, Dieudonné Fonkou a à son actif de nombreuses prestations collectives et individuelles au Cameroun, comme lors de Douala Airfair, mais aussi à l'étranger. Il plaide cependant pour plus d'aide des pouvoirs publics. Il y avait un moment dans le budget du Cameroun ce qu'ils appelaient le compte d'affectation spéciale. Si ce compte-là pouvait aider à chaque artiste d'avoir un petit fonds de roulement pour démarrer sa création et produire de quoi exposer même à l'international, moi je crois que ça devrait être plus encourageant pour les artistes. Dieudonné Fonkou pense déjà à l'héritage que son centre artistique situé en contrebas d'un rocher devrait refléter. Les artistes pourront répondre à des appels à candidature, venir s'installer et réaliser leurs projets. Mais à côté, il y aura des résidences où je vais suivre. En tant qu'aîné, je pourrais guider quelques jeunes selon leur discipline, notamment en peinture, en sculpture, peut-être un peu dans l'art de la performance, je pourrais les aider. Rendre l'invisible visible à partir de prétendus déchets récupérés, tel est le credo de Dieudonné Fonkou. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé. C'est un rendez-vous à ne louper sous aucun prétexte. Mbour, tragédie de l'immigration. Il s'agit d'un mini-documentaire de VOA Afrique que vous allez pouvoir suivre ce vendredi dans Le Monde aujourd'hui. Voici un petit avant-goût. yaa ngi nii fii lañu départ ndeysaan benn guddi rek la fa lay mbir mi xewoon fii ndeysaan fii lañu départ rek ne Sénégal ñu ngay dem. bu ndaw yëpp demee bàyyi fii mag kese ah xam nga dëkk ba sooxe na bu ñu sañoon moom suñu doom yi duñu fi jógee. da ngay nekk ci biir gaal gi vague bi di dóor gaal gi di la ko sànq ci biir gaal gi nga toog noonu pendant une semaine mu metti trop waaye doo lekk doo naan. Devoir jeter nos frères à la mer sans leurs parents voir leur corps, c'était vraiment dur. Et pour clore votre journal, la vedette irlandaise Bono a récemment fait l'éloge du combat de l'Ukraine pour la liberté lors d'un spectacle dans une station de métro de Kiev où le leader de U2 a également prononcé sa propre prière pour la paix. L'icône du rock, âgé de 61 ans, a entonné les classiques de U2, Sunday, Bloody Sunday, Desire et With or Without You. Les gens en Ukraine ne se battent pas seulement pour leur propre liberté, mais vous vous battez pour nous tous qui aimons la liberté, a déclaré Bono. Le chanteur a aussi fait référence au conflit passé dans l'Irlande natale du groupe et aux troubles qu'elle a connus avec un voisin plus puissant. Nous prions pour que vous puissiez bientôt jouir d'une partie de cette paix, dit-il. À un moment donné, Bono a invité un soldat ukrainien à chanter avec lui et a appelé le monde à soutenir le pays en guerre en reprenant Stand By Me. Et voilà, point final à ce journal. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous dès demain, même heure, même endroit. Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. À demain. Merci.